Si j'étais condamné à finir ma vie sur une île déserte seul avec pour seule occupation ma PlayStation et un jeu à choisir, je prendrais sans hésiter Red Dead Redemption 2. Sorti en 2018 et développé par Rockstar Games, à qui on doit la licence GTA, il est considéré comme un véritable chef-d'œuvre du jeu vidéo, et ce, à juste titre. Alors au-delà des balades à cheval, des paysages somptueux, des parties de poker ou des fusillades, Red Dead Redemption 2 contient des messages philosophiques extrêmement intéressants et des portraits de personnages à la psychologie complexe. Alors prenez votre chapeau, vos Santiago et votre revolver parce que nous allons plonger dans la philosophie de Red Dead Redemption 2. L'histoire prend place aux États-Unis en 1899. Le joueur incarne Arthur Morgan, membre du gang de Dutch van der Linde, avec plusieurs membres comme Osea, Bill ou bien Micah, et enfin John Marston, qui est d'ailleurs l'un des personnages que l'on incarne dans Red Dead Redemption 1. Car Red Dead Redemption 2 est une préquelle au 1, c'est-à-dire que ce sont des événements qui se passent avant le premier volet de la série. Après un braquage qui tourne mal à Blackwater, le gang voyage de ville en ville vivant d'activités criminelles. Mais le problème, c'est que ce sacripant de Dutch n'est jamais véritablement rassasié. Il veut toujours un énième coup pour faire plus d'argent et partir sur les îles, se la couler douce avec tous les autres membres du gang. Mais forcément, quand on vit de violence, de braquage et de meurtres en tout genre, eh bien on attire l'attention des fédéraux, et notamment les agents de la Pinkerton Agency qui harcèlent littéralement le gang parce qu'ils les poussent tout simplement à avoir une vie rangée, une vie civilisée. Cependant, des tensions commencent à émerger entre différents membres du gang, notamment à la suite d'un énième braquage qui, encore une fois, a mal tourné et qui a causé la mort de plusieurs membres. Et en parallèle, cerise sur le gâteau, Arthur Morgan attrape la tuberculose en allant chercher une dette à un pauvre fermier malade. Face au fait que le gang est en train d'imploser, Dutch devient parano et accorde sa confiance unique à Micah, qui pourtant est un informateur pour les Pinkerton. Il y a une succession d'échecs et le gang commence totalement à partir en vrille. Et là, le joueur a deux possibilités en ce qui concerne le cas d'Arthur Morgan. Il peut choisir deux voies, soit la rédemption, soit le déshonneur, qui sont représentés dans le jeu soit par un cerf, soit par un coyote. C'est-à-dire que si vous avez un bon comportement, Arthur Morgan verra des visions d'un cerf majestueux. Par contre, si vous êtes un véritable salopard, vous verrez fréquemment la figure du coyote. Si vous choisissez la bonne fin, qui est l'arc narratif le plus intéressant, Arthur Morgan va aider John Marston et sa famille à quitter le gang, notamment pour s'installer dans une vie meilleure, loin de toute l'agitation du monde criminel. Si vous choisissez la bonne fin, Arthur va se battre à main nue avec Micah, mais malheureusement, il va mourir au regard de sa santé qui s'est particulièrement détériorée. Mais au regard du fait que vous avez choisi la bonne fin et que vous avez sauvé John Marston, vous allez voir dans votre agonie un cerf magnifique, ce qui représente donc la rédemption totale d'Arthur Morgan. Et après, donc vu qu'Arthur Morgan est mort, vous allez incarner John Marston comme dans le premier volet. Pour comprendre véritablement Red Dead Redemption 2, il convient de se focaliser sur le contexte historique, parce que 1899, c'est pas une date qui a été choisie au hasard complet par les développeurs. En effet, pour l'historien américain Frederick Jackson Turner, cette époque, elle représente la fin du Far West. C'est-à-dire que c'est le point final de la manifeste destinée, cette volonté d'aller toujours plus loin à l'ouest pour conquérir de nouveaux territoires. C'est-à-dire que désormais, vu que le territoire est maîtrisé, qu'il n'y a plus rien à conquérir, il faut consolider la base et rentrer dans une nouvelle ère, celle de la modernité. Et surtout, c'est une époque de profonde mutation, c'est-à-dire qu'on passe du Far West violent, rebelle et libre à celui de la civilisation, notamment avec le développement du chemin de fer, des lignes à haute tension et l'évolution des moyens de communication. Donc en fait, le problème, c'est que le gang de Dutch se retrouve dans une position assez délicate. C'est-à-dire que pendant des années, le gang a pu jouir de ce Far West sauvage et libre, où il n'y avait pas véritablement de loi, de convention, où il n'y avait pas de contraintes. Mais désormais, ils sont considérés comme des parasites, des parias, ceux qui empêchent l'avènement de la nouvelle civilisation et donc de facto la modernité. Cependant, pour l'historienne Patricia Nelson Limerick dans Legacy of Conquest de 1987, la conquête n'a jamais véritablement pris fin. C'est-à-dire que certes, le territoire est dominé, mais désormais, il convient de dominer les esprits eux-mêmes, par le biais de lois, de tribunaux, d'institutions, de la police. La conquête n'est pas terminée, elle a juste changé de visage. Et dans Red Dead Redemption 2, le bras armé de cette révolution, c'est la Pinkerton Agency, qui représente cette nouvelle bureaucratie qui souhaite hiérarchiser davantage et dominer totalement ce qu'était le Far West sauvage. L'agence Pinkerton a été fondée en 1850 par Alan Pinkerton. C'est une agence de détectives privés qui existe toujours, mais qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire américaine. En somme, la Pinkerton Agency, ça représente les balbutiements à la fois du renseignement américain ou même du FBI. Ils ont protégé par exemple Lincoln pendant la guerre de sécession. Et c'était également des briseurs de grève pour ce que l'on appelle les barons voleurs. Les barons voleurs, c'était des individus qui avaient fait fortune dans le métal, l'acier, les chemins de fer et qui avaient des monopoles. Donc en fait, pour faire
faire simple, l'agence Pinkerton représente dans Red Dead Redemption 2 le monopole de la violence physique légitime de Max Weber. C'est-à-dire que désormais, la violence, elle émane seulement de l'État et plus des gangs. Le gang de Dutch doit alors soit se civiliser, soit il est voué à disparaître. Et donc, c'est dans ce contexte de profonde mutation qu'évolue notre personnage, Arthur Morgan. Arthur, c'est un très bon soldat. Il est loyal envers Dutch parce qu'il n'a connu que ça. Il n'a connu que la violence du gang. C'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant perpétuelle du gang, il n'y a pas de projet clair. Le seul but, c'est de survivre sur le temps long avec des activités criminelles. Mais un jour, tout va basculer lorsque le gang va demander à Arthur Morgan d'aller chercher une dette auprès d'un fermier malade. Arthur y va, vu qu'il ne comprend que la violence, il va fracasser le fermier, mais il ne le sait pas encore, il va développer la tuberculose. Et là, c'est le début de l'arc rédempteur d'Arthur Morgan. C'est-à-dire que cette maladie, la tuberculose, est une sorte de catalyseur, c'est un point de bascule. Car concrètement, si Arthur Morgan n'avait pas été malade, peut-être qu'il aurait continué à vivre des activités criminelles pendant encore des années. Mais là, c'est un véritable déclic, parce que ça peut être perçu presque comme une punition divine. Mais pour comprendre véritablement l'évolution d'Arthur Morgan, il faut se pencher sur les travaux du philosophe Søren Kierkegaard. Pour lui, la liberté mène forcément au péché. C'est-à-dire que si vous vivez dans une liberté totale, sans entrave, vous allez finir par commettre des péchés, parce qu'il n'y a rien pour vous punir. Pour Søren Kierkegaard, dans le cas d'Arthur Morgan, il y a une répétition quantitative de violence. Mais tout va changer à partir du développement de la maladie. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il va y avoir l'angoisse de la mort. C'est-à-dire qu'Arthur Morgan était orgueilleux. Il partait du principe qu'il était tout puissant et que rien ne pouvait arrêter le gang. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que d'un côté, il y a la Pinkerton Agency et en parallèle, il est malade. Et il va donc probablement mourir. Et face à cette crainte de la mort, Arthur Morgan va être devant une sorte de champ des possibles. Il va être libre. Il va enfin pouvoir décider de ce qu'il veut faire de la fin de sa vie. Et ainsi, il y a une double angoisse qui va se développer dans l'esprit d'Arthur Morgan. D'un côté, l'angoisse de sa mort probable et de l'autre, l'angoisse de se retrouver devant deux choix possibles. Soit continuer à vivre comme un criminel et mourir comme tel, ou alors trouver la rédemption. Et donc, ces deux angoisses, ça va générer des questionnements intérieurs d'Arthur qui va commencer à remettre en question ses propres idoles, sa propre façon de voir le monde. Et c'est à partir de ce moment dans le jeu qu'on voit deux symboles qui vont devenir omniprésents en fonction de vos choix, soit celui du cerf, soit celui du coyote. Le cerf, depuis l'époque médiévale, c'est le gardien de la forêt. C'est une image extrêmement positive qui représente le Christ. C'est le symbole de la résurrection. C'est aussi une dualité parfaite entre puissance et sensibilité. Et quand Arthur décide de devenir un type bien et donc d'entamer son arc de rédemption, il va voir ce cerf plusieurs fois dans des visions, dans des rêves ou des hallucinations. Car le cerf représente à la fois le Christ et la notion de sacrifice. Et c'est exactement ce que va faire Arthur Morgan à partir du moment où il va se sacrifier pour permettre à John Marston de pouvoir vivre une autre vie. En parallèle, il y a la figure du coyote et là, il faut s'intéresser à la fois à la vision de la culture amérindienne, mais celle aussi de Claude Lévi-Strauss. Le coyote, c'est la créature qui vit de la ruse, de la tromperie, du fait de duper. Et l'archétype du coyote se conjugue parfaitement avec celui du criminel puisqu'il ne pense qu'à lui, il n'a absolument pas d'empathie, il s'en moque des victimes, tout ce qui compte, c'est sa propre survie. Et celui qui peut être considéré de prime abord comme le chef des coyotes, c'est Dutch, le chef de gang. Dutch, c'est l'archétype du faux prophète. C'est un individu érudit, charismatique et très intelligent. Mais malheureusement, il vit dans une utopie totale. C'est-à-dire qu'en fait, Dutch n'arrête pas de répéter tout au long du jeu que le gang doit faire plus d'argent pour pouvoir partir sur une île et se la couler douce. Mais en réalité, tout ceci n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que Dutch vit de la tromperie, de la ruse. Il ne veut pas véritablement d'une vie posée et tranquille. Non, il aime ça. Il jouit de ses activités criminelles. Et c'est pour ça qu'il est dans l'incapacité de voir que le monde autour de lui est en train de changer. Il a des œillères. Il est aveuglé par sa propre idéologie. Et d'ailleurs, on comprend dans le jeu que Dutch est influencé par les ouvrages d'un écrivain fictif dans le jeu qui s'appelle Evelyn Miller, qui est inspiré du transcendantalisme américain avec des auteurs comme Thoreau ou Walt Whitman. Et ces auteurs ont développé plusieurs idées comme le fait de vivre à l'état de nature, loin des villes, avec en parallèle une critique de l'État, de la ville, de la bureaucratie qui écraserait les individus et qui perdraient donc leur liberté. Et Dutch est un faux prophète parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de mener le gang droit vers le mur. Dutch est totalement dans la négation d'une forme de volonté de puissance et surtout il est raccroché à des idoles, à des utopies qui ne pourront jamais véritablement exister, surtout dans son époque de profonde mutation. Et surtout, quand vous avez affaire à un faux prophète, il faut que dans le coin, il y ait forcément un traître. Et le traître, c'est Micah. Micah, c'est l'archétype du traître, du Judas. C'est celui qui murmure à l'oreille de Dutch pour lui faire avaler des couleuvres. C'est aussi lui l'informateur de l'agence Pinkerton qui va forcément aboutir à la chute du gang. Mais attention, là où il ne faut pas être dupe, c'est que Micah est certes un traître, c'est certes un psychopathe, mais il n'est absolument pas stupide. Au contraire, c'est l'un des plus pragmatiques. Car
En réalité, Micah est l'un des rares à avoir compris que le monde était en train d'évoluer et que le gang était voué à disparaître parce qu'il n'avait plus sa place dans cette nouvelle société. Pour lui, la fin justifie les moyens et c'est lui le véritable coyote. En réalité, Micah ne vend pas les membres du gang aux fédéraux par pur plaisir, par pure jouissance. Il le fait pour survivre. Car il a bien compris que les activités de criminels ne pourraient pas durer ad vitam aeternam dans le Far West sauvage. Tout ceci était une page qui était en train de se tourner. Il est le serpent qui est capable de changer de peau. Pour lui, la loyauté, ça compte pas. Et en réalité, Micah suit parfaitement les préceptes de Nietzsche et de la volonté de puissance. C'est le surhomme nietzschéen. Car il s'est affranchi de la morale chrétienne et notamment de la notion de loyauté pour penser avant tout à sa gueule. Ce qui est terrible dans la série des Red Dead Redemption, c'est que l'histoire est cyclique et qu'elle est tragique. Car en effet, dans l'épilogue du jeu, John Marston a son propre ranch familial et on pense qu'il va pouvoir mener une vie paisible à couper du bois à la Charles Ingalls. Mais ceux qui ont joué au premier volet savent que le passé va rattraper John Marston. Et là, on est dans un cycle historique totalement hegelien. Dans le cycle historique de Hegel, il y a toujours ce que l'on appelle une thèse, c'est-à-dire un moment A dans l'histoire. Dans Red Dead Redemption 2, ce moment A, la thèse, c'est le Far West sauvage, où il y a des gangs criminels qui vivent comme des nomades, qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir de conséquences derrière. Sauf qu'au bout d'un moment, au regard du processus historique, il va y avoir une antithèse qui va se développer. Et dans Red Dead Redemption 2, c'est incarné par le début de la modernité, l'agence Pinkerton, et donc la volonté de lutter contre les gangs. Donc la thèse et l'antithèse vont rentrer en contradiction et on va aboutir à une synthèse, qui est donc l'épilogue de Red Dead Redemption 2. Et donc on pourrait penser de prime abord que c'est l'antithèse qui remporte la mise par rapport à la thèse. Mais en réalité, c'est un mélange subtil des deux. Et c'est exactement la vie de John Marston dans l'épilogue, puisqu'à la fois il y a des éléments de l'antithèse, le fait qu'il vit dans une certaine forme de domesticité, il a sa propre maison, son propre ranch, on pense qu'il va pouvoir mener sa vie paisiblement, mais de l'autre côté, il va être rattrapé par ses vieux démons, par ses vieux réflexes de criminel, ce qui va aboutir à l'histoire de Red Dead Redemption 1. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.